Alors, je m'appelle Jean-Pierre Briot, je suis directeur de recherche émérite, CNRS. Je suis au Lipsis depuis presque toujours, en fait, depuis le début de ma carrière. J'ai publié un livre avec deux co-auteurs récemment qui s'appelle Deep Learning Techniques for Music Generation. Alors, je suis musicien également, amateur, mais c'est une de mes passions, effectivement. Il y a beaucoup de relations avec l'informatique. Dès 1957, un an après la création du terme intelligence artificielle, était créé le premier son musical créé par un ordinateur. C'était The Silver Scale, c'était en fait une gamme très simple. Et la même année a été créée une pièce musicale appelée Iliac Suite, le premier exemple en fait de composition algorithmique avec un ordinateur. Et la partition ensuite était jouée par un quartet. On retrouve la dualité entre le son et la partie symbolique, c'est-à-dire la partition, mais les deux étant bien évidemment complémentaires. On est passé aussi des micro-sillons maintenant on écoute plutôt de la musique sur Deezer ou Spotify. La façon dont les musiciens, les compositeurs fonctionnent aussi a évolué. Au départ, le compositeur part d'une idée qu'il teste en général sur un instrument, souvent un piano, il note, il complète, après il va faire des transpositions, etc. Il commence à élaborer sa pièce musicale et puis il va raffiner, c'est-à-dire qu'il va commencer à penser en termes d'orchestration aussi, quelle voix va être jouée par quel instrument ou quel groupe d'instruments, etc. Donc c'est vraiment une vision descendante. Or maintenant, vous avez une autre façon de composer et de produire de la musique. C'est une voie tout à fait ascendante où on part au contraire de sons, d'éléments de son, de boucles sonores et on va agglomérer, sélectionner et agglomérer ces boucles. Comme maintenant tout cela est géré informatiquement, il est facile d'introduire effectivement l'IA là-dedans. Je suis Nathan Fradet, je suis chercheur postdoctoral au Meta Creation Lab, qui est un laboratoire de l'université Simon Fraser au Canada. J'ai récemment soutenu une thèse qui portait sur la génération de musique symbolique par intelligence artificielle, et notamment sur comment est-ce qu'on améliore la performance et l'efficacité des modèles d'IA. Au cours de la thèse, j'ai notamment développé un logiciel qui s'appelle MIDI-Talk, qui permet de sérialiser les données musicales pour les utiliser avec les modèles d'intelligence artificielle. Donc sérialiser, ça veut dire convertir les données en une séquence d'éléments distincts qui permettent de, dans le cadre de la musique, représenter toutes les caractéristiques de la musique. Donc, par exemple, le ton d'une note, sa durée et à quel moment dans le temps est-ce qu'elle arrive. Je travaille sur la génération de musique, mais cette fois-ci sur la contrôlabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour conditionner la génération d'un modèle d'IA pour que les résultats satisfassent les désirs d'un utilisateur. Générer par exemple une nouvelle piste d'instrument à partir d'un contexte déjà existant ou générer une portion de musique qui doit satisfaire certains critères. Il existe aussi des applications pour vous suggérer des mélodies ou des harmonies, par exemple, dans le style de tel ou tel compositeur que vous voulez prendre un petit peu comme point de départ. Donc, je prends l'exemple de Jean-Sébastien Bach. Vous pouvez prendre une mélodie quelconque, par exemple la mélodie de la Marseillaise ou de God Save the Queen, et vous allez générer l'accompagnement dans le style de Jean-Sébastien Bach. Cela dit, la question plutôt c'est musicalement est-ce que c'est intéressant? Parce que vous pouvez d'une certaine manière recréer un Bach virtuel. Par contre, les artistes en général, ils veulent créer des choses originales. Et là, les techniques d'apprentissage machine vont contre ça. Tout récemment, il y a par exemple Udio et Suno, qui sont deux plateformes où vous entrez un prompt, vous dites par exemple « Je veux une bossa nova avec un solo de saxophone et puis une voix féminine ». Et ça va vous générer une musique toute faite, produite avec une excellente qualité de son. Et c'est assez bluffant. Sous le soleil doré, nous deux à la plage. Par contre, encore une fois, c'est pas fait pour faire quelque chose de foncièrement très original. Pour créer de la musique fonctionnelle, c'est-à-dire qui correspond à une fonction, par exemple d'être une bande sonore adaptée à une publicité, à une petite vidéo
vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un nouveau Ravel, je veux dire, comme compositeur, qui vous crée une musique vraiment très intéressante. Donc là, il y a un marché. Par contre, pour la création musicale, on n'en est pas du tout encore là. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Mais actuellement, je suis plus intéressé pour l'aspect justement intégration de ces types d'outils et de techniques dans la pratique de musiciens. Donc il faut soit arriver à faire sortir la génération de sa zone de confort de distribution apprise, ou alors d'insérer l'utilisation de l'IA dans le processus de création de l'être humain, du compositeur. Moi je travaille sur la musique symbolique, donc effectivement ça va être les notes et la façon de représenter la musique, donc de façon symbolique, comme pour une partition musicale. On se restreint déjà alors donc, aux utilisateurs un petit peu plus expérimentés, donc souvent des musiciens. Donc ceux qui vont créer de la musique dans le sens artistique, vraiment la musique qu'on écoute nous en tant qu'humains, et non pas forcément de la musique de fond ou de la musique par exemple comme on peut avoir dans les jeux vidéo. Quand ils créent de la musique, ils utilisent des logiciels, ce qu'on appelle des Digital Audio Workstation, et actuellement on ne peut pas intégrer ces modèles d'intelligence artificielle dans ces logiciels. Donc ça c'est une grosse barrière aujourd'hui à l'utilisabilité de ces modèles d'IA. Et le but c'est que ces modèles d'intelligence artificielle puissent servir dans un contexte co-créatif, c'est-à-dire que le musicien interagit avec le modèle en lui fournissant du contexte, des éléments, des instructions sur ce que le modèle doit prédire et générer. Et puis en plus il y a les questions des droits évidemment, c'est-à-dire droit de la propriété des morceaux qui ont été utilisés, de même que pour les textes, par exemple pour ChatGPT, qui sont utilisés pour créer. Évidemment, il faut arriver à valoriser l'input en fait, de toute cette masse de données. Alors, pendant l'entraînement, on entraîne le modèle avec des grosses bases de données qui donc servent d'exemple pour que le modèle apprenne à recopier ces données en production. Donc quand le modèle est utilisé en conditions réelles, ça va vraiment être les données du musicien qui sont utilisées. Ça marche pour le signal, mais ça marche aussi pour les vidéos aussi, par exemple, qui vont vous permettre d'extraire des informations que vous allez pouvoir réinjecter dans une utilisation pour de la génération ou une utilisation tout autre. Bonjour et bienvenue à l'Université d'Anvers chez Cosislab. Je m'appelle Renz Bains et je prépare actuellement un doctorat en électronique. Mon sujet de recherche porte sur l'amélioration de systèmes de mesure. Mais notre labo est spécialisé dans le design, la simulation et le développement de systèmes cyberphysiques qui peuvent être utilisés par exemple aux musiciens. L'exemple de ça est de capturer les signaux générés par un pianiste en action. Toutes les modalités utilisées pour capturer les signaux sont synchronisées. Nous espérons qu'introduire la synchronisation dans le processus de mesure puisse générer de nouvelles connaissances qui étaient cachées auparavant. Dans ce prototype, nous mesurons 5 modalités: électromyographie, l'oxygénation musculaire, la posture, le mouvement et enfin l'audio et le signal MIDI qui est capturé par le piano. L'électromyographie combinée avec l'oxygénation musculaire donne un aperçu de la fatigue et de la congestion musculaire du pianiste. La combinaison de ces signaux offre beaucoup de possibilités pour évaluer l'impact sur les autres modalités. Par exemple, la posture ou la puissance et la force avec laquelle le pianiste touche les notes. En capturant tout cela dans une manière synchronisée, on peut évaluer les causes et les conséquences. Et ça devient possible, par exemple, de mettre au point des recommandations, des avis d'entraînement pour éviter la surcharge musculaire du pianiste ou améliorer l'efficacité de l'entraînement. Pas seulement au niveau physique, mais en utilisant le signal MIDI du piano et le signal audio, aussi au niveau musical. Tout cela est intéressant parce que ça peut drastiquement améliorer la façon dont les musiciens s'entraînent. Pour moi, la plus grande différence entre la musique et l'informatique est la contradiction entre l'émotion et la logique. Mais je trouve que cette différence ne doit pas exclure l'informatique de la musique. La musique, c'est une modalité qui comprend beaucoup de caractéristiques plus ou moins complexes
que ce soit tout ce qui va être l'émotion et la complexité d'une simple mélodie, mais également la complexité qu'on va retrouver dans toute une harmonie et les relations entre plusieurs pièces d'instruments. Donc pour ça, ça représente un assez gros challenge. La musique est un domaine d'application très intéressant parce que c'est un domaine complexe qui est pas où il y a beaucoup de niveaux déjà entre justement le son, le niveau symbolique, le temps, l'interactivité, etc. Il y a des vrais problèmes durs qui sont là. Dans le futur, j'espère qu'on va avoir une plus grande utilisation des modèles d'intelligence artificielle pour la génération de musique, mais dans un contexte de co-création avec les musiciens. Et donc c'est à nous d'amener ces modèles d'intelligence artificielle directement dans les logiciels de création musicale. J'espère surtout que ce sujet pourra attirer des nouvelles recherches et à terme offrir une évaluation plus complète des performances musicales. C'est une période très bouillonnante, où il y a énormément de choses qui se passent très vite, la technologie arrive très vite, c'est très excitant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à suivre et à essayer d'initier au niveau recherche, participer en collaboration avec différents collègues au LIPSIS et ailleurs.